Merci beaucoup, Abi. Merci pour l'introduction. Merci à tous d'être là. En effet, comme on vient de l'entendre à la fin du panel précédent, dit par Alphonse Nafak, qui est un banquier camerounais, le sujet de la problématique du financement, notamment du financement des entreprises, c'est une problématique qui est absolument essentielle dans le monde francophone et en particulier en Afrique francophone. Et pendant les 2 sessions qui vont avoir lieu, avec des éminents panélistes, on va pouvoir aborder tous ces sujets-là. Voilà, donc le problème du financement, c'est un problème structurel, c'est un problème qui est en effet aggravé par la crise du Covid ces derniers temps, qui augmente tous les besoins en infrastructure, qui augmente les inégalités sociales. Donc on estime qu'il y a des besoins de financement qui sont en pleine croissance. Il y a eu un appel il y a quelques mois, le sommet de Paris sur le financement des économies africaines, qui justement appelait les bailleurs internationaux notamment à travailler sur ce sujet du financement et ce sujet de la dette. Et on va voir dans les 2 panels qui viennent qu'au-delà du sujet de la dette, il y a plein d'autres sujets de financement pour améliorer la qualité du financement, notamment en Afrique, qui doivent être soulevés, notamment parce que, on le verra, un des sujets clés, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas forcément que les financements manquent en Afrique, c'est surtout qu'ils n'arrivent pas là où ils devraient arriver, et le sujet c'est d'arriver à les faire arriver à cet endroit-là. La session va être divisée en 2. D'abord une première partie sur le financement des entreprises et ensuite une deuxième partie sur le financement des économies de manière un peu plus large. Et pour parler du premier sujet, le financement des entreprises, j'appelle Aziz Mebarek, qui peut monter sur scène. Aziz Mebarek qui est le cofondateur d'Afrique Invest. Afrique Invest, oui, vous pouvez applaudir, bravo. Afrique Invest, qui est un des plus grands capital investisseurs sur le continent africain et qui est né à Tunis. Le deuxième intervenant, c'est Marc Rézière. Donc Marc Rézière, qui est président directeur général de Belfius Bank. Vous pouvez venir aussi me rejoindre. Oui, vous pouvez vous asseoir. Avec nous aussi, nous aurons Laurent Taménion, qui est président directeur général de Sancom et également le patron des patrons du Togo. Nous aurons aussi Blaise Guetchin, qui est président directeur général de la Banque cantonale de Genève. Nicolas Jean, qui est associé et membre du comité exécutif du cabinet d'avocats Gilles Loiret-Nouel. Et enfin, Célestin Tawamba, qui est président directeur général du groupe Cadiste et également le patron des patrons au Cameroun. Merci messieurs à tous d'être là. Alors j'aurais dû dire normalement messieurs et mesdames, puisque normalement on avait une intervenante féminine qui était prévue, qui était Sarah Masmoudi, qui est une patronne tunisienne et malheureusement elle a des problèmes de santé, donc elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Voilà, mais je me permettrai de retransmettre certains des mots qu'elle voulait transmettre aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Je vais commencer sur ce sujet du financement des entreprises par interroger les 2 patrons des patrons qui sont ici, c'est-à-dire M. Tawamba et M. Taménion. Quand on parle du financement des entreprises de manière un peu générale, moi ce que j'ai envie, c'est que vous incarniez un peu ça et que vous racontiez, vous qui êtes patron, quels sont des exemples concrets de difficultés de financement, notamment des PME, puisque c'est un sujet extrêmement clé, on en parlera après, des problématiques vraiment, des exemples concrets de difficultés de financement d'entreprises dans vos pays respectifs. Donc le Cameroun et le Togo. Je ne sais pas si M. Tawamba et M. Taménon, lequel des 2 veut commencer pour raconter un peu de manière concrète cet exemple. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le financement des entreprises qui est problématique et surtout le financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Au Togo, le gouvernement a pris à cœur ce problème et a initié il y a 2 ans un forum avec l'Union européenne et avec ce forum est prévu des projets qu'on doit financer.
À l'issue de ce forum, évidemment, on a eu environ 500 projets, puis sur les 500 projets, 150 ont été définitivement retenus. Mais hélas, ces projets qui émanent de petites et moyennes entreprises peinent à trouver des financements malgré les efforts du gouvernement. Le patronat togolais est allé signer une convention avec le gouvernement, une banque de la place, et ceci en vue de faciliter l'obtention de crédit à ces projets. Et si je peux dire, ces efforts ont été toujours vains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une entreprise, aujourd'hui Artec, qui est dans l'ornemental, donc à partir du marbre. Je dis en passant que le Togo a le meilleur marbre et que nous avions une grande quantité. Donc, cette entreprise qui sollicitait un crédit de 3 milliards, jusqu'à ce jour, n'a pas pu l'obtenir malgré les différents marchés que cette structure, cette société détient. Alors, le problème est le même, la garantie, des fonds pour soutenir l'entreprise et évidemment, comme les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries demeurent toujours faibles à leur crédibilité face aux banques, n'ont toujours pas de solution. Et aujourd'hui, le patronat togolais est allé pour signer des partenariats avec des structures de fonds de garantie nationales et internationales. D'abord avec une structure qui s'appelle la NPGF et qui est disponible à mettre en place des fonds de garantie pour soutenir ces petites et moyennes entreprises, et le Fonds de solidarité africaine, le FSA, dont le siège est à Niamey, qui est venu à Lomé et qui a signé avec le patronat togolais, évidemment, un partenariat afin de mettre à la disposition des banques cette garantie qui, évidemment, va faciliter l'obtention des crédits à ces entreprises, à ces jeunes petites et moyennes entreprises qui sont en déficit de crédit. Merci, Monsieur Tamagnon. On voit bien qu'en effet, cette problématique du financement des PME, c'est une problématique concrète, parce qu'il faut rappeler que les PME, c'est quand même la création d'emplois, et en Afrique, on sait que c'est un sujet extrêmement important, dans le monde francophone en général. Monsieur Tawamba, est-ce que vous aussi, vous avez un exemple, en tant que patron des patrons, en tant qu'entrepreneur, de cette difficulté de trouver des financements? Oui, déjà, le problème de financement des PME, c'est vieux comme le monde. Et c'est enfoncer une porte ouverte. Je pense que tout le monde, les PME, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, ont des problèmes de financement, mais c'est tellement plus important dans les pays africains. Et à titre d'illustration, selon l'étude de la Banque mondiale, en 2020, sur 40 millions de PME, uniquement 50% ont accès au financement. Sur 145 milliards de besoins, uniquement 20 milliards sont pourvus, dont à peine 15%. C'est donner l'ampleur. Et à titre personnel, je me ferai le porte-parole de ceux qui sont passés par des moments difficiles. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être un groupe dans lequel il y a des PME, dans lequel il y a encore des start-up, dont le problème continue de rester, bien qu'apparemment, je peux avoir une coquille de quelqu'un qui aurait réussi. Mais nous vivons avec les séquelles de ce que nous avons vécu, de ces frustrations de manque de financement au début. J'ai risqué perdre de financement lors d'une opération d'acquisition d'un groupe étranger
après une année de due diligence, on attendait la lettre de confort 24 heures avant, la veille. J'avais toutes les garanties. 24 heures à l'échéance, la banque m'appelle pour me dire c'est pas possible. J'ai dû avoir la garantie d'un aîné qui est venu juste par son nom permettre à la banque de m'accompagner. Dieu merci. C'est pour dire qu'en Afrique, on n'a pas seulement besoin d'être intelligent, on n'a pas seulement besoin d'avoir de bons projets, mais je crois qu'il faut allumer beaucoup de cierges dans les églises pour avoir la chance. J'ai également des projets dans le secteur du médicament qui ont aujourd'hui, vous avez parlé de Mme Masmoudi, qui est d'ailleurs mon associé dans le secteur du médicament. On a des difficultés aujourd'hui de financement de ce secteur. On parle du Covid, dont l'impact dans le secteur du médicament, dans le secteur de la santé, comme dans beaucoup de pays, ont eu un impact important. Et aujourd'hui, dans le secteur du médicament dans lequel je suis, il y a des banques, je ne vais pas les citer, qui, compte tenu de ce que l'activité baisse, ce qu'elles peuvent trouver de faire, c'est de réduire vos encours de financement parce qu'il n'y a pas de business. Vous comprenez? Il y a un réel problème. On se pose la question de savoir, il y a des banques, qu'est-ce qu'elles font même dans nos pays? Leur rôle, c'est quoi? Mais pourtant, il y a tellement d'argent il y a tellement d'argent, mais plus il y a d'argent, plus les PME posent des problèmes de financement. Il faut donc qu'on se pose des vraies questions et qu'on apporte des réponses. Merci beaucoup, monsieur Tawamba. Donc on voit bien avec ces deux témoignages de patrons africains qui sont sur le terrain que les banquiers, une fois de plus, et les financiers vont être mis en cause aujourd'hui. Je pense qu'ils ont l'habitude maintenant, qu'ils sauront sans doute se défendre. On leur passera la parole après, mais on voit bien qu'il y a un véritable problème. Et vous parliez de Madame Masmoudi, avec qui je me suis entretenu et qui est votre associée, donc qui est une patronne tunisienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que finalement les problématiques sont aussi assez différentes selon les pays. Qu'en Tunisie, elle arrive plutôt tranquillement à financer ses activités. Et quand elle est allée au Cameroun, quand elle est allée en Côte d'Ivoire pour investir, elle a eu énormément de difficultés, du fait notamment que les banques africaines ou panafricaines ou les banques internationales qui opèrent sur le continent ont des process de décision qui sont parfois longs et parfois très loin du terrain et qui du coup prennent des décisions depuis Paris, depuis Casablanca, etc., sans forcément que c'est une vraie correspondance avec la réalité. Monsieur Nicolas Jean, vous êtes donc avocat, vous accompagnez beaucoup de chefs d'entreprise en Afrique, ou des projets aussi en Afrique. Ce que vous dites, c'est que, dans le sens de ce qu'on vient d'entendre, c'est que les PME doivent être au cœur du sujet des financements, que les entrepreneurs, c'est la clé sur cette question du financement. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. En effet, je rejoins ce qu'ont dit les deux présidents précédemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de projets bancables, il y a des financements disponibles, mais on a du mal à plugger les financements sur les projets. Donc, c'est une chance de se retrouver tous réunis aujourd'hui, c'est de se dire la francophonie doit servir à parler le même langage économique, pour arriver à capter ces financements sur des projets bancables et à impact. Je pense que ce que disaient les deux présidents, c'est qu'on parle de projets réels, qui ont une réalité et qui ont une finalité positive pour le pays. Ça, c'est le premier point. Mais il y a aussi un travail à faire peut-être sur l'environnement, sur les entrepreneurs eux-mêmes, parce qu'on parle du financement des entreprises, et donc qui sont ces entrepreneurs? Et ça aussi, c'est important. Donc il faut s'attacher à la formation, à former ces entrepreneurs-là. Et donc aujourd'hui, il y a des programmes de formation, d'accompagnement des entrepreneurs, mais il faut peut-être aussi associer un peu plus, inciter un peu plus les entreprises. Alors là, je vais m'adresser parce qu'on est aux entreprises francophones, les inciter à cet effort de formation, peut-être en ajoutant des critères de sélection
dans le cadre d'attribution de marché sur l'effort de formation et de transmission des connaissances. Il y a un deuxième travail aussi, c'est l'héroïsation de l'entrepreneur. Aujourd'hui, c'est ce que disaient aussi les deux présidents, un entrepreneur doit être considéré, un entrepreneur qui sacrifie son temps, qui participe au développement de son économie, à la croissance de l'économie, doit être héroïsé. Ça, je pense que la BPI a beaucoup travaillé en France sur ces aspects-là. Et une des solutions aussi, alors parce que selon les pays dont on parle, il y a des banques publiques d'investissement fortes, structurées ou pas, mais il y a une réflexion à avoir sur avoir une banque publique d'investissement forte et qui fait le lien entre le secteur privé et le secteur public, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer le tissu des PME sans avoir un secteur privé, un secteur public alignés, qui se parlent avec les autorités qui guident et le secteur privé qui lui, est moteur dans le développement. Donc ça, c'est l'héroïsation. Et enfin, on arrive à la question vraiment du financement des entreprises, du financement des entrepreneurs. Et là, c'est vrai que les banquiers, et là, parlons aux banquiers francophones, à tous les banquiers qui sont là et à ceux qui seront après. Moi, le marché que je connais, c'est le marché d'Afrique francophone, effectivement. Il faut arriver à parler le même langage et il faut peut-être changer de paradigme. Aujourd'hui, quels sont les outils dont les économies ont besoin? De fonds de garantie. Aujourd'hui, les PME n'ont pas accès au financement, mais parce qu'elles n'ont pas de garanties qui sont considérées comme des garanties suffisantes. Et là aussi, c'est le rôle d'être capable d'un effort de standardisation dans qu'est-ce qu'on attend comme garantie. Un fonds de garantie peut être travaillé sur, et c'est le cas aujourd'hui, il y a déjà des fonds de garantie, mais travailler sur des fonds de garantie panafricains dédiés aux PME et qui auront été structurés par les PME avec les banquiers, par les représentants du patronat africain avec les banquiers, un effort commun pour justement parler le même langage. Donc des fonds de garantie, des fonds de financement d'études, mais d'études aussi de financement destinés au secteur privé. C'est des outils qui peuvent être intéressants et qui peuvent être mis en place. Et enfin, quand on parle de standardisation, aujourd'hui on parle beaucoup de financement impact, je pense qu'on en a beaucoup parlé ici. Toutes les banques aujourd'hui ont une poche de développement, de financement de l'impact, peut-être aussi travailler sur la standardisation d'une définition de l'impact. La définition de l'impact ne doit pas être une définition occidentale décidée par des banques européennes, non africaines, j'ai envie de dire, mais même africaines, hein, et définir ce qu'est l'impact. Aujourd'hui, l'impact, c'est créer de l'emploi, c'est donner un toit, c'est améliorer le système de santé, c'est améliorer le système d'éducation. Et donc, tout projet qui va dans ce sens-là devrait être considéré, à mon sens, comme financement impact. Et après, mettre en place des outils capables de mesurer l'impact. Parce que c'est toujours pareil, on s'engage en amont, mais quel est le contrôle? Parce que c'est donnant-donnant. Aujourd'hui, on a besoin de restaurer aussi cette confiance des financiers envers les entreprises et des entreprises envers les financiers. Mais je pense qu'aujourd'hui, un échange entre tous les acteurs de la francophonie, les acteurs économiques de la francophonie, pourrait peut-être aboutir à la discussion sur un pacte où chacun s'engage, les autorités qui ont pour responsabilité d'instaurer des pratiques de bonne gouvernance et de transparence, les acteurs, les PME qui, elles, doivent structurer des projets et s'engager à atteindre certains critères, notamment lorsqu'on parle d'impact, de création d'emplois, etc. Et les banquiers qui, eux,
arrive à offrir des outils adaptés, à ne pas demander, comme le disait le président précédemment, à demander trop de garanties et donc à offrir des outils permettant de financer efficacement et de jouer le rôle de banquier, et donc l'effet de permettre à l'entreprise d'avoir un vrai effet de levier derrière, parce que c'est de ça dont on parle. Merci beaucoup Nicolas. Donc on n'a pas malheureusement de banquiers africains sur le panel aujourd'hui, mais on a deux banquiers internationaux qui opèrent en partie en Afrique, ou en tout cas ou indirectement, qui financent des activités en Afrique. Et justement, messieurs les banquiers, donc monsieur Rézière, monsieur Guetchen, on voit les banques sont mises en cause en Afrique comme ailleurs, hein, c'est pas propre à l'Afrique non plus, mais c'est encore plus critique en Afrique, sur ce sujet de l'octroi de crédit aux PME, que les banques sont trop frileuses, que les banques ne veulent pas prendre de risques et que demandent trop de garanties. Quelle est vos visions respectives en tant que banquier dans le monde francophone? Monsieur Rézière, monsieur Guetchen, je ne sais pas lequel des deux veut réagir en premier. Bien, je répondrai d'abord par rappeler ce que nous avons vécu collectivement il y a une dizaine d'années. C'est la faillite du secteur bancaire. Donc mondialement, le secteur bancaire a fait faillite par un défaut de gestion des risques. Et donc nous restons un métier qui gère des risques, premier élément. Deuxième élément, nous sommes totalement conscients, je crois, de l'importance que nous avons à jouer dans le support aux entrepreneurs. Moi, je dirige une banque en Belgique qui est une des plus grandes banques belges, et j'ai une admiration grande pour les entrepreneurs que nous finançons et le courage qu'ils ont de réaliser leurs rêves, et j'ai une fierté, effectivement, dès l'instant où nous les accompagnons. Et finalement, lorsqu'on octroie un crédit à un entrepreneur, c'est une relation de confiance, en fait. Un entrepreneur vient avec un projet et nous décidons ensemble de le financer. Mais nous ne devons jamais oublier que l'acte de confiance que nous avons vis-à-vis de cet entrepreneur, il est dans les deux sens. Nous mettons de l'argent et nous espérons effectivement que l'entrepreneur assumera les engagements qu'il a réalisés. Donc il y a deux piliers. Il y a la crise financière majeure et la crise des États en 2011-2012, avec des conséquences extrêmement lourdes sur l'économie mondiale. Et puis il y a notre obligation de soutenir l'ensemble des petites entreprises. Alors en Belgique, nous sommes un pays de petites entreprises. Il n'y a que des petites entreprises en Belgique et nous octroyons 30 milliards d'euros chaque année à ces petites entreprises. Nous avons donc une relation de confiance avec ces entrepreneurs qui, pour la grande majorité d'entre eux, s'exportent à l'étranger, s'exportent au travers le monde et donc aussi en Afrique. Alors nous accompagnons nos entrepreneurs en Afrique et là commence effectivement quelque chose sur lequel nous pourrions discuter, c'est comment connaître et accompagner au mieux cet entrepreneur belge, flamand, wallon, francophone, néerlandophone, ça n'a pas beaucoup d'importance, de manière à bien connaître le pays africain ou autre dans lequel il va investir, et comment avoir des relais bancaires au niveau de ces pays africains. Et là, il faudra ensemble avoir une harmonisation des règles. En Belgique, moi, je suis responsable pénalement, à titre individuel, dès l'instant où je conduis mal mon entreprise. Et dès l'instant où j'accompagne de manière trop légère un entrepreneur belge et que mon entreprise, ma banque, a des difficultés financières, eh bien, je suis engagé pénalement à titre personnel. Ça, c'est la nouvelle législation bancaire. Et donc, il est important que nous ayons des interlocuteurs bancaires en Afrique qui partagent les mêmes conceptions. Et je vous rejoins, monsieur, il ne faut pas que ce soit une vision essentiellement européenne, il faut que ce soit une vision partagée. Mais la solvabilité des banques, les critères d'octroi de crédit aux entrepreneurs africains, quels qu'ils soient, doivent être partagés. Et surtout, que nous ayons des banques en face de nous avec lesquelles nous allons réaliser du trade finance, hein, donc des garanties de bonne fin de crédit, soit extrêmement solides et soit, comme nous, très préoccupés par leur niveau de solvabilité et, au niveau européen, par tout ce qu'on appelle le compliance. Il faut que nous soyons capables de comprendre à qui nous avons affaire,
qui sont les personnes, les femmes, les hommes derrière les banquiers, parce que nous avons cette obligation de la connaissance du client imposée à juste titre, je crois, par le régulateur européen, voire mondial. Et donc, voilà, il y a un travail collectif à réaliser. Pour la Belgique, c'est très bien d'accompagner nos entrepreneurs qui souhaitent investir en Afrique, mais il y a des règles de jeu sur lesquelles nous devons nous mettre d'accord. Maintenant, je cède très agréablement la parole à mon confrère. Merci, cher confrère. Alors, je vais peut-être aborder un autre aspect qui est l'aspect du système bancaire, c'est-à-dire, dans le fond, l'écosystème financier. Et je crois que la maturité des systèmes bancaires est différente de pays à un autre. Il faut savoir, et il faut peut-être se rappeler, il faut peut-être même étudier l'histoire des systèmes bancaires, notamment européens, et je pense particulièrement au système bancaire suisse, et on y retrouvera les mêmes problèmes, c'est-à-dire des nécessités d'intervention étatique pour assurer la santé du système bancaire. Parce que le problème, ce n'est pas l'attitude des banquiers, le problème, c'est la maturité du système bancaire. Et alors, quelles sont les conditions, je vais être bref, mais quelles sont les conditions d'efficience du système bancaire? Alors, les premières, c'est qu'il y ait beaucoup de banques. Il faut qu'on puisse créer une situation de concurrence. Le prix du crédit, la propension du crédit est tout à fait corrélée à la présence de nombreuses banques en concurrence. Si vous avez un nombre trop restreint de banques, vous avez une situation de force, en quelque sorte, qui s'inverse, et le rapport de force est favorable plutôt aux financiers. Il faut une bancodiversité, c'est-à-dire qu'il faut des banques de différents types, comme dans un écosystème où il y a une biodiversité. Il faut une bancodiversité avec des établissements qui vont faire du private equity, des établissements qui vont faire du leasing, des établissements qui vont faire du trade finance. Elles n'auront pas toutes ces mêmes spécialités, elles vont se concurrencer avec leur stratégie. Il faut aussi une régulation qui ne soit pas décourageante. Aujourd'hui, et depuis 2008, le régulateur est fortement intervenu sur les ratios de capital. Il a exigé une mobilisation de pratiquement 3 fois ce qui était nécessaire avant 2008. Il exige maintenant des ratios de liquidité. Il exige des exigences pénales qui vont jusqu'à l'abus de prêteur denier, où une banque peut être condamnée parce qu'elle a continué à fournir un crédit alors qu'elle aurait dû en fait stopper. Donc la régulation est importante, la fiscalité est aussi importante. Si on est trop exigeant sur les ratios de couverture de fonds propres, pour des banques cotées, la mienne est une banque publique-privée, puisque nous sommes à 77% dans les mains de la collectivité, mais en même temps nous sommes cotés en bourse. Eh bien, si l'exigence de fonds propres qui part de Bâle III et puis qui ensuite se répercute dans les régulations nationales, si ces exigences sont trop élevées, vous découragez l'investisseur dans les banques. Et si vous n'avez plus d'actionnaires, vous n'aurez tout simplement plus de banques. Et il est absolument essentiel, si vous observez actuellement les cours de bourse des banques européennes, elles sont en dessous de leur valeur substantielle. Ce qui est tout à fait étonnant. Normalement, elles devraient au moins être à la valeur des actifs nets. Ça veut dire que les investisseurs sont craintifs, non seulement quant au risque que les banques courent, mais surtout craignent des velléités de régulation supplémentaires. Je voudrais encore faire une dernière remarque après cette question du système bancaire, dont je dirais que c'est une affaire politique. Le système bancaire, la santé du système bancaire dans un pays est une affaire hautement politique. Il ne s'agit pas nécessairement d'avoir une vision totalement étatiste et nationale, mais on ne peut pas le laisser-faire libéral ne suffit pas. Et je vais prendre l'exemple de la Suisse, tout simplement, je le connais. Aujourd'hui, seuls 30% des PME ont besoin de crédit. Les PME fabriquent 96% de l'emploi, donc elles sont essentielles. Ce n'est pas les multinationales qui créent l'emploi. Seuls 6% des PME considèrent qu'elles n'ont pas reçu le financement dont elles avaient besoin. Donc on peut parler d'un système efficient en Suisse dans l'abondance du crédit. Mais il faut bien vous dire que ça a été l'objet d'une très longue marche. Et par exemple, l'établissement que je préside a été créé par la collectivité publique autour de Genève en 1816. Vous voyez, c'est de la vieille histoire. Dans les années 50, la Confédération suisse a dû mettre en place des instituts de titrisation pour aider le refinancement des banques pour les crédits immobiliers. On a appelé ça les lettres de gage. Et c'est la Confédération qui a créé
les instituts pour faciliter le refinancement des banques. Donc on voit que même dans un pays de tradition, mettons, libérale, un certain nombre d'interventions de l'État structurantes ont été nécessaires. Et j'invite à réfléchir aux situations particulières de chacun des pays qui est présent ici, pour se demander sur quel point, dans le fond, des améliorations du système bancaire sont encore possibles. C'est important en effet de souligner que sur finalement ce chaînon manquant qu'il y a entre les PME, les projets à financer et les banquiers, chacun ayant des bonnes raisons finalement. Les PME ont d'excellentes raisons de chercher des financements, les banquiers ont finalement, quand on vous écoute, aussi des raisons de ne pas forcément toujours les octroyer, notamment à cause des régulations qui sont de plus en plus contraignantes pour les banquiers ou qui ne sont pas forcément adéquates, notamment dans le contexte africain. C'est important de s'interroger en effet sur le rôle, comme vous venez de le faire, des États, des régulateurs pour solutionner cette problématique-là. Je voulais parler avec Aziz Mebarek. On va parler du private equity parce que c'est un sujet important pour le financement des entreprises. Mais juste avant, Afrique Invest, qui est un des plus grands fonds d'investissement en Afrique, vous financez beaucoup de banques aussi en Afrique. Je voulais juste votre réaction sur ce sujet des banques, du système bancaire africain. Et qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que les banques financent mieux les entreprises? Et après, on parlera du private equity. Merci Frédéric. Alors moi, je vais revenir à quelques mots-clés que j'ai entendus au cours de ces différents débats et dans ce panel. Le premier mot-clé, puisque ne l'oublions pas, en fait, le Covid n'est pas derrière nous en Afrique, le Covid est devant nous. Le variant Delta est encore à ses premiers balbutiements en Afrique et la crise, malheureusement, n'est pas encore derrière nous. Et je reviens à ce qu'a dit la présidente de l'OIF hier. Le premier attribut, en fait, dont on aurait besoin aujourd'hui dans un forum comme celui-là, c'est la solidarité. Nous avons besoin d'avoir beaucoup plus de vaccins en Afrique. Nous avons besoin, en fait, d'apporter une aide conséquente aux différents États, parce que, ne l'oublions pas, il y a eu un effet d'éviction, et cet effet d'éviction va s'accentuer, en fait. Et pour revenir à votre question au niveau du système bancaire, parce que les banques financent les déficits publics aujourd'hui, et quand elles financent le déficit public en faisant un spread, eh ben on se pose la question pourquoi est-ce qu'elles finançaient des entreprises. Donc aujourd'hui, cette solidarité doit opérer, et en fait, dans le cadre de la francophonie et dans le cadre disons, de regroupement de cette même nature, il faut donner du contenu, et le premier contenu, en fait, c'est d'apporter cette aide sur les vaccins et sur peut-être le financement public. Vous avez raison de rappeler que la première source de financement, c'est les banques. Et les banques aujourd'hui devraient être renforcées en fait, de différentes manières pour qu'elles puissent apporter le financement requis aux entreprises. Donc il y a un effet de taille qui doit opérer. Il y a l'accès à la ressource dans les différents pays, et j'ai parlé de cet effet d'éviction. Il y a un autre attribut important qui est transversal sur le continent africain, c'est le côté formation. Donc la capacité en fait de bien apprécier les risques et de bien apporter en fait du financement, parce qu'on se rend compte dans plusieurs situations que les financements ne sont pas apportés simplement parce que il n'y a pas une bonne appréciation des risques pour pouvoir apporter en fait le financement requis. Et puis aujourd'hui, quand il s'agit de financer des PME, les PME ont besoin en fait de financement long, et donc des ressources longues n'étant pas disponibles, il est très compliqué d'apporter du financement long, patient, à des entreprises qui en ont besoin. Donc je pense que finalement la réponse est la synthèse de l'ensemble de ces éléments. Un autre mot-clé en fait qui est transversal, et je ferai peut-être le lien avec nos métiers de private equity, c'est l'innovation. Aujourd'hui, on se rend compte du fait que finalement, il y a beaucoup de fintech qui commencent à se déployer, essentiellement dans la partie anglophone, mais comme la présidente de l'OIF a dit hier, qu'on va agir de manière décomplexée. Donc, quand il y a de bons exemples qui peuvent nous inspirer, il faudrait pouvoir les regarder de près pour dupliquer les bons modèles qui existent. Et aujourd'hui, que ce soit en matière de transfert, de trade finance, en matière de remittances, les coûts des transactions par le fait, en fait d'une meilleure digitalisation baissent considérablement. Il faut se rendre compte que quand on passe par les grandes enseignes de transfert d'argent, quand on envoie 100 € dans un de nos pays en Afrique, on
on en reçoit 90, on en reçoit 85. Et ça, c'est extrêmement coûteux, c'est très pénalisant, c'est une source de financement de nos économies, et la digitalisation et la technologie apportent des solutions importantes à ce sujet. Alors, quand il s'agit d'innovation, il s'agit d'innover aussi par rapport aux produits dont on a besoin. Et là, je fais un switch par rapport à nos métiers de private equity. D'abord, je tiens à dire que le private equity qui a démarré il y a 25 ans en Afrique, essentiellement en Afrique du Nord, et la Tunisie et l'Afrique du Sud ont été les deux pays pionniers en la matière, suivis par un certain nombre d'autres pays par la suite, l'offre actuelle est très insuffisante par rapport à la demande, très insuffisante. Pour apporter une offre en adéquation en fait avec les besoins des entreprises, moi j'ai fait un petit calcul que je ne détaillerai pas, donc n'essayez pas de me challenger dessus, mais il faut multiplier l'offre actuelle par plus de 20 en montant. Et donc, il faut multiplier la taille des équipes actuelles par plus de 10. Donc ça passe par de la formation. Il y a des programmes qui ont commencé à être mis en œuvre, notamment par l'AFD, par le groupe de la Banque mondiale, pour former de nouvelles équipes. Il faut que l'offre soit abondante, il faut qu'elle puisse adresser les différents segments adressables aujourd'hui dans le private equity, donc le mid-cap, le large-cap, le small-cap, le venture, le financement des institutions financières. Et bien sûr, tout cela est loin d'être adressé de manière appropriée. Et pour pouvoir le faire, parce que ça c'est une réflexion que nous avons engagée, c'est intéressant ce que disait monsieur, donc le représentant de GIDE. Aujourd'hui, enfin, dans notre métier, les bailleurs de fonds sont essentiellement privés ou des agences de développement. Et ils cherchent tous du rendement. Quand on cherche du rendement, ça restreint de facto en fait la nature des cibles et la nature des entreprises auxquelles on peut s'adresser. Et donc la manière avec laquelle on peut adresser cela, l'exemple de BPI est un bon exemple. BPI est une entreprise commerciale qui réussit, mais les attentes en termes de rendement doivent être mixées entre les attentes d'investisseurs qui cherchent, enfin je vais caricaturer, un rendement à 1 chiffre et le rendement de souscripteurs qui cherchent des rendements à 2 chiffres. Et quand on arrive à faire un mix approprié entre ces deux types et ces deux natures de souscripteurs, eh ben on arrive à apporter une offre qui est plus en adéquation avec les besoins du marché. Merci beaucoup Aziz. Alors il nous reste malheureusement que 3 minutes, mais on va faire un dernier tour de table très rapide. Peut-être chacun d'entre vous donner ce qui pour vous est un appel ou une recommandation que vous adressez aujourd'hui, et aussi par rapport au panel qui suit, qui sera un peu plus macro sur le financement des économies de manière globale. Donc je vous passe la parole, je ne sais pas qui veut commencer, ça peut être un appel aux États, aux régulateurs, aux banquiers, etc. Oui, rapidement, je voudrais répondre à ce que mon prédécesseur vient de dire. Peut-être que les fonds d'investissement, il faut augmenter les montants, mais je crois qu'il faut que l'offre soit adaptée. Les fonds d'investissement, dans les pays africains, il y a un problème d'accessibilité des tickets. On pourra en parler longuement. Si vous recherchez les rendements, justement, ce n'est pas dans le secteur industriel que vous allez... Ce n'est pas dans le secteur industriel qu'on a souvent des rendements. Ça, c'est une parenthèse. Mais non, il faut également... Nous n'allons pas parler des banquiers, ils ne sont pas là. Mais il se trouve quand même que depuis 2008, la crise, le secteur qui gagne le plus d'argent, c'est les banquiers. Ils ont de l'argent. Votre micro un peu plus près. Oui, le secteur qui gagne, où il y a des rendements importants, c'est les banquiers. Mais ils ne financent pas. Il faut aussi que nous, les chefs d'entreprise, on prenne nos parts de responsabilité. En Afrique, il y a la culture de remboursement de la dette qui est un problème. Ça, c'est une chose. Il y a la sécurisation, notamment les garanties. Il y a un problème de pondération des garanties. En Europe, la manière avec laquelle on pondère les garanties n'est pas la même que dans nos pays. Il faut certainement revoir son niveau du régulateur. Et aussi un rôle, je veux dire, l'environnement des affaires, la sécurisation juridique et judiciaire, qui est important. Nous pensons que les États, avec les régulateurs et les banques, devraient avoir un pacte. Évaluer les banques sur leur capacité de financer les PME, leur donner des objectifs de financement. On a vu en Égypte où l'État a donné 20% d'objectifs aux banques. Excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que vous pouvez juste, parce qu'il faut que tout le monde puisse dire un dernier mot. Oui, rapidement. Très rapidement. Donc, une mesure, ce serait de donner des objectifs aux banques. En contrepartie,
l'État va sécuriser, va s'occuper des problèmes de garantie, notamment de l'environnement juridique. Je pense que ça va permettre d'améliorer également le financement des PME. Merci. Allez-y, Président. Merci. À mon avis, je pense qu'il n'y a pas 1000 chemins. Dans un premier temps, il serait indispensable, en ce qui concerne notre zone, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, que les banques centrales puissent diminuer les taux d'intérêt afin de permettre aux banques commerciales à leur tour de diminuer pour permettre aux opérateurs économiques d'avoir accès à des crédits à des taux minorés. On ne peut pas comparer l'Europe et l'Afrique au niveau des taux d'intérêt, où aujourd'hui, quand je prends notre zone, on est entre 9 et 10% de taux d'intérêt. La seconde chose, ça va au gouvernement, c'est de pouvoir regarder si on peut baisser l'assiette fiscale et les frais de dédouanement, et ceci dans l'intérêt de réactiver les entreprises. La troisième chose, je dirais que c'est les fonds de garantie. Aujourd'hui, les fonds de garantie sont incontournables parce que les petites et moyennes entreprises n'ont pas ces moyens et c'est par là qu'ils peuvent aboutir à leurs différents crédits. Et le dernier point, justement, c'est les institutions financières internationales. C'est maintenant ou jamais que ces institutions doivent montrer leur vrai visage en assistant les gouvernements dans tout ce qu'ils auront perdu au niveau des assiettes fiscales et des frais de douane. Ils pourront récupérer et ainsi la chaîne pourra mieux tourner. Merci. Merci beaucoup. Peut-être pour aller vite, juste un point, mais évitons d'avoir des financements qui reposent sur des présomptions de risque maximal. Aujourd'hui, un des problèmes, ce sont les taux. Alors, je sais que ce sera bien travaillé, bien discuté dans le panel d'après, mais à tout le monde, à tous les acteurs économiques qui viennent sur le continent, pas de présomption irréfragable de risque maximal. Autrement, on se retrouve avec des taux qui ne permettent pas à l'économie de se développer. Donc effectivement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut s'intéresser et il ne faut pas attendre non plus, parce qu'on l'a dit, les exigences en termes, on parle des ratios de Bâle, aujourd'hui pèsent sur les banques européennes. N'attendons pas que les banques centrales africaines répliquent, dupliquent cette réglementation-là, et justement que concentrons-nous sur chaque pays, sur son économie, pour essayer de libérer les financements et donc les énergies. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a un ou deux derniers mots. Allez-y, très rapidement. Très, très rapide. Pour que tout cela soit efficient, il faut que le système bancaire soit efficient. Pour qu'il soit efficient, il faut que l'État intervienne, il faut que le régulateur soit présent, c'est nécessaire, mais il doit chercher un optimum et pas un maximum. Il doit chercher à comparer les mesures qu'il prend dans différents domaines. On ne peut pas prendre des mesures dans le domaine du capital, dans le domaine de la liquidité, puis ensuite ne pas combiner les éléments. C'est un peu ce qui s'est fait en réaction en 2008. Donc il faut une intervention très mesurée, et il faut aussi qu'une instance indépendante puisse mesurer l'impact des mesures publiques sur le système bancaire. Terminé. Merci beaucoup. Oui, je crois que ce forum est parfait l'année prochaine pour créer, sous votre égide, un travail commun avec les banques africaines pour partager nos pratiques et aligner, pour nous permettre également d'accompagner l'investissement au travers de nos entrepreneurs dans vos pays respectifs et mieux comprendre votre économie. Et ça, seul le régulateur et vos banquiers sont capables de partager avec nous ces situations de fait. Merci beaucoup. Donc ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Enfin, de la première partie sur le financement des entreprises. On parlera après du financement des économies. Merci à tous. Vous pouvez applaudir en effet Monsieur Mebarek, Monsieur Jean, Monsieur Gouetchin, Monsieur Taménion, Monsieur Rézière et Monsieur Tawamba. Merci messieurs. Vous pouvez retourner sur les fauteuils blancs. Merci messieurs.